Un millionnaire ignore un garçon des rues qui entre dans le restaurant. L'enfant dit « Monsieur, ma maman a une bague comme la vôtre ». Le millionnaire tombe à genoux en entendant cela. Louis Dufresne s'installa à sa table habituelle, près de la grande baie vitrée du Céleste, un des restaurants les plus prestigieux de Paris. L'éclairage tamisé, les nappes immaculées et le murmure discret des conversations alentour composaient un décor de raffinement absolu. Louis, vêtu d'un costume noir taillé sur mesure, paraissait détaché de tout ce qui l'entourait. Il commandait toujours la même chose, une coupe de champagne rosé et un filet de bar sauce vierge, comme un rituel qui maintenait son existence dans une illusion de stabilité. Au 4e doigt de sa main droite brillait un anneau en or, simple, sans pierre ni ornement, si discret qu'il paraissait presque perdu sur cette main nerveuse. Pourtant, pour Louis, il s'agissait de son bien le plus précieux, la dernière trace tangible de Camille, son ancienne épouse disparue 6 années plus tôt. Personne dans ce restaurant, ni ailleurs, ne connaissait toute l'histoire derrière. Cet anneau. Personne n'avait jamais osé lui poser la moindre question. Louis avait érigé autour de sa douleur une forteresse de silence. Autrefois, Louis Dufresne avait été un homme chaleureux, ouvert, prêt à conquérir le monde avec sa compagne. Aujourd'hui, il n'était plus que l'ombre de lui-même. Son empire industriel, bâti à force d'acharnement, l'occupait nuit et jour. Ses journées étaient remplies de réunions, de chiffres, de signatures, ses nuits, d'insomnie et de souvenirs. Camille hantait chacune de ses pensées, tel un fantôme que ni le temps ni la raison ne parvenaient à chasser. Ce soir-là, la pluie s'abattait sur Paris avec une violence rare, détrempant trottoirs et passants. Louis observa distraitement les gouttes ruisseler sur la vitre, songeur. Autour de lui, les conversations traitaient d'affaires, d'expositions, de destinations exotiques. Toutes ces voix semblaient venir d'un autre monde, d'une réalité à laquelle il n'appartenait plus. Le maître d'hôtel, habitué à ses habitudes silencieuses, s'approcha pour prendre sa commande. Louis répondit par un hochement de tête, à peine perceptible. Il n'était pas venu chercher la compagnie ni le plaisir de la gastronomie. Il cherchait seulement un endroit où s'oublier, où le poids de l'absence pourrait être un peu moins lourd à porter. Depuis la disparition de Camille, Louis avait cessé d'attendre quoi que ce soit de la vie. Il ne croyait plus aux miracles, ni aux rencontres fortuites. L'idée même de la retrouver un jour s'était éteinte peu à peu, remplacée par une résignation amère. Pourtant, il n'avait jamais retiré l'anneau. Ce geste simple en apparence était devenu son unique forme de fidélité, un serment silencieux au souvenir de ce qu'ils avaient été. Lorsque son plat arriva, il mangea machinalement, sans vraiment goûter ce qu'il avait sous les yeux. Son esprit vagabondait loin, dans des souvenirs embués par le chagrin. Le parfum de Camille, son rire léger, sa manière de serrer sa main sous la table lors de leur premier rendez-vous, tout revenait par vagues imprévisibles, le submergeant d'une douleur sourde. À cet instant précis, rien ne laissait présager que cette soirée, semblable à tant d'autres, allait basculer dans l'irréel. Rien n'annonçait que derrière la porte du Céleste, trempé jusqu'aux os par la pluie battante, un petit garçon allait surgir, porteur d'un message capable d'ébranler jusqu'aux fondations de l'existence de Louis. Paris continuait de respirer au rythme de la pluie, indifférente au drame personnel qui s'apprêtait à se nouer dans ce restaurant aux murs feutrés. Louis, quant à lui, acheva son verre de champagne d'un trait, ignorant que dans quelques minutes à peine, sa vie tout entière serait projetée dans une trajectoire inattendue, bouleversée par la voix innocente d'un enfant perdu. Louis venait de déposer sa fourchette lorsqu'un mouvement brusque surgit de l'entrée du restaurant, rompit l'atmosphère feutrée du Céleste. Un courant d'air glacé accompagna l'arrivée impromptue d'un petit garçon, trempé de la tête aux pieds, ses vêtements collés à son corps maigre par la pluie incessante. Le silence tomba brutalement. Les conversations s'interrompirent. Les regards outrés convergèrent vers l'intrus. Le maître d'hôtel, choqué, fit un geste discret vers les serveurs pour qu'ils interviennent, mais avant qu'ils ne puissent réagir, l'enfant s'était déjà avancé d'un pas décidé vers l'intérieur de la salle. Ses chaussures, lourdes d'eau, laissaient derrière lui de petites flaques sur le parquet ciré. Son visage, encadré de mèches sombres et trempées, exprimait à la fois la détresse et une sorte de détermination farouche. Louis, d'abord surpris comme les autres, fronça les sourcils, incapable de détourner les yeux. L'enfant balaya la salle d'un regard rapide, ignorant les murmures indignés et les sourcils froncés. Puis,
Contre toute attente, il marcha directement vers Louis. À chaque pas, les murmures se faisaient plus insistants, un mélange de réprobation et d'incrédulité flottant dans l'air. Arrivé devant lui, le petit garçon s'arrêta, leva les yeux vers Louis, puis d'une voix claire, malgré un léger tremblement, dit « Monsieur, ma maman a une bague comme la vôtre. » Le temps sembla suspendre son vol. Louis sentit une chaleur soudaine lui envahir la poitrine, tandis que son cœur ratait un battement. Instinctivement, il baissa les yeux vers sa main, où l'anneau en or captait la lumière douce du chandelier, suspendu au-dessus de sa table. Autour d'eux, l'effervescence grandissait. Certains clients s'agitaient, scandalisés par l'irruption du gamin. D'autres, plus curieux, observèrent la scène avec intérêt. Un serveur s'approcha discrètement, prêt à intervenir, mais Louis, d'un geste à peine perceptible de la main, le stoppa. Il fixa l'enfant. Le garçon devait avoir 8 ou 9 ans, pas plus. Ses traits, bien que marqués par la fatigue et la pauvreté, étaient d'une netteté troublante. Il y avait dans ses yeux une intensité qui rappelait à Louis quelque chose, sans qu'il puisse immédiatement saisir quoi. « Comment est-elle, ta maman » demanda Louis d'une voix basse, presque rauque, surpris lui-même par la question qui lui avait échappé. Le garçon haussa les épaules, l'air triste. « Elle est belle. Elle sourit tout le temps, même quand elle est triste. » Un frisson parcourut l'échine de Louis. Il repensa à Camille, à ce sourire courageux qu'elle affichait parfois, même dans les pires moments, un sourire qui cachait souvent plus de douleur qu'elle ne voulait en laisser paraître. Le maître d'hôtel, visiblement embarrassé, se pencha vers Louis. « Monsieur Dufresne, souhaitez-vous que nous appelions la police » murmura-t-il avec déférence. Louis ne répondit pas tout de suite. Ses yeux restaient rivés sur le petit garçon, sur ses traits tirés par la fatigue et le froid, mais aussi sur cette étrange familiarité qu'il ne parvenait pas à expliquer. Ce n'était pas seulement la référence à l'anneau qui l'avait ébranlé, mais quelque chose de plus profond, d'indicible. La pluie redoublait d'intensité contre les vitres. Dehors, Paris semblait se dissoudre sous un rideau liquide. À l'intérieur du céleste, l'atmosphère, autrefois si maîtrisée, était devenue lourde et oppressante. Finalement, Louis secoua légèrement la tête en direction du maître d'hôtel. « Laissez-le. » Le serveur hésitant s'éloigna à regret. L'enfant, lui, continua de fixer Louis comme s'il attendait quelque chose, une réponse, un signe. Louis se pencha légèrement pour que seuls eux deux puissent s'entendre. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Noé. » Le prénom résonna dans l'esprit de Louis avec une intensité inattendue. Noé, un nom de survie, de renaissance après le déluge. Un symbole qui, en cet instant précis, prenait un sens presque prophétique. Noé frissonna sous ses vêtements, détrempés. Sans réfléchir, Louis ôta la veste de son costume et la passa autour des épaules du garçon. Le tissu beaucoup trop grand enveloppa Noé comme un manteau de fortune. Certains clients murmurèrent avec plus d'insistance encore, scandalisés par cette proximité entre un millionnaire et un enfant des rues. Mais Louis ne les écoutait plus. Tout son être était concentré sur Noé, sur cet étrange lien qui venait de se tisser en l'espace de quelques secondes, aussi inattendu qu'irréversible. Le garçon leva les yeux vers lui, et dans ce regard, Louis crut entrevoir une lueur d'espoir, mêlée d'une tristesse infinie. Il comprit alors, sans pouvoir encore l'expliquer pleinement, que cette rencontre n'était pas due au hasard, que cet enfant surgissant de la nuit et de la pluie portait en lui les réponses à des questions que Louis n'osait plus formuler depuis longtemps. Louis demeura un instant sans bouger, la veste tombant lourdement sur les épaules menues de Noé. Le silence dans la salle semblait se densifier autour d'eux, comme si chaque respiration, chaque regard pesait sur leur échange. Les serveurs, les clients, même le maître d'hôtel, tous étaient suspendus à cette scène incongrue, incapables de détourner les yeux. Louis savait qu'il devait réagir, qu'il devait remettre de l'ordre dans ce chaos, mais il était incapable de formuler la moindre pensée cohérente. Le simple fait que cet enfant ait reconnu son anneau, cet objet si intime, si lié à Camille, faisait trembler les bases même de son existence soigneusement contrôlée. La voix de Noé, douce et obstinée, le ramena à la réalité. Ma maman disait que cette bague venait d'un homme qu'elle aimait très fort. Elle la montrait parfois le soir, quand elle pensait que je dormais. Louis sentit son cœur se contracter violemment. L'anneau était unique, forgé spécialement pour Camille et lui, sans réplique ni copie. Ce détail précis, la façon dont le garçon en parlait,
confirmait qu'il ne s'agissait pas d'une simple coïncidence. Une partie de lui, celle qui s'était blindée contre toute forme d'espoir, tentait de rationaliser. Peut-être une copie, une histoire inventée par un enfant affamé pour attirer la pitié. Mais une autre partie, plus profonde, plus viscérale, savait qu'il y avait quelque chose de vrai, de terriblement vrai. Il déglutit difficilement avant de demander « Comment s'appelle ta maman, Noé ?» Le garçon fronça les sourcils comme si la question le déconcertait. « Je sais pas, tout le monde l'appelle maman, moi aussi. » Un frisson glacé parcourut l'échine de Louis. Pas de nom, pas de repère, juste un surnom universel, affectueux, mais désespérément anonyme. Cela compliquait tout. Impossible de vérifier l'identité de cette femme à travers de simples recherches administratives. Impossible aussi, pour l'instant, de confirmer ce lien qui semblait pourtant hurler son existence. Louis lutta intérieurement. Il savait ce que tout le monde autour de lui attendait. Qu'il se lève, qu'il appelle la sécurité, qu'il se débarrasse du gamin avec la politesse froide dont il savait si bien user dans les affaires. Mais il ne pouvait pas. Quelque chose, au fond de lui, l'en empêchait. Alors que Louis restait perdu dans ses pensées, Noé, sans comprendre les tensions qu'il déclenchait, s'accrocha légèrement au revers de sa veste. « Vous savez où elle est, vous » demanda-t-il d'une voix pleine d'espoir. Le poids de cette simple question écrasa Louis avec une force insoupçonnée. Non seulement il ne savait pas où était Camille, mais il n'avait jamais su. Pendant 6 longues années, il avait cherché, engagé des détectives, remué ciel et terre sans jamais obtenir la moindre piste sérieuse. Et voilà que cet enfant, sorti de nulle part, lui tendait indirectement la clé d'un mystère qui le consumait. Depuis trop longtemps, le maître d'hôtel fit un nouveau pas vers eux, son visage crispé par l'embarras. « Monsieur Dufresne, permettez-moi d'intervenir. Ce garçon, il n'a rien à faire ici. Pour votre confort, pour celui de nos clients... » Louis leva la main, cette fois plus fermement. « Non. » Un simple mot, mais il claqua dans l'air comme un coup de tonnerre. Le maître d'hôtel recula légèrement, confus, tandis que quelques clients murmurèrent de plus belle. Mais Louis ne se souciait plus d'eux. Dans ce moment précis, il n'y avait que Noé et lui. Il s'accroupit lentement pour être à hauteur du garçon. « Est-ce que ta maman t'a déjà parlé d'un endroit où elle allait souvent? Un parc, une maison, un nom ?» Noé secoua tristement la tête. « Non, on change tout le temps d'endroit. Elle disait que c'était pour pas que les méchants nous trouvent. » Ces mots, simples dans la bouche d'un enfant, résonnèrent lourdement dans l'esprit de Louis. Les méchants. Qui étaient-ils? Pourquoi Camille aurait-elle fui si c'était bien elle? De quoi avait-elle eu si peur pour disparaître ainsi du monde, l'effaçant complètement de sa vie? Un des serveurs, moins patient que le maître d'hôtel, s'approcha, prêt à saisir Noé par le bras. Louis se releva d'un bond, ses yeux lançant des éclairs. « Touchez-le et vous aurez affaire à moi. » Le serveur pâle s'immobilisa. L'autorité naturelle de Louis, forgée par des années de pouvoir et de négociations tendues, éclata au grand jour. Même dans une situation aussi inhabituelle, il imposait sa volonté sans appel. Noé, surpris, regarda Louis avec de grands yeux. C'était peut-être la première fois depuis longtemps que quelqu'un prenait sa défense avec une telle force. Louis inspira profondément. Il comprenait maintenant que quoi qu'il découvre par la suite, il ne pouvait pas abandonner cet enfant. Pas sans savoir, pas sans comprendre. Il tendit la main à Noé. « Viens, on va sortir d'ici. » Le garçon hésita un instant, puis, d'un geste timide, glissa sa main dans celle de Louis. Sa petite paume glacée serra les doigts de l'homme avec une confiance poignante. Ignorant les regards désapprobateurs, les murmures scandalisés et les obstacles invisibles que l'avenir ne manquerait pas de dresser sur sa route, Louis franchit la salle d'un pas déterminé, entraînant Noé derrière lui. La pluie continuait de battre les rues de Paris, mais pour la première fois depuis bien longtemps, Louis sentit au fond de lui une lueur vacillante de quelque chose qu'il avait cru mort, l'espoir. La porte du céleste claqua derrière eux, coupant court aux chuchotements et aux regards désapprobateurs. Dehors, la pluie tombait drue, transformant les pavés en miroirs éclatants sous les réverbères parisiens. Louis resserra sa veste autour des épaules tremblantes de Noé, conscient du poids de ce geste inhabituel pour un homme qui, depuis 6 ans, avait soigneusement évité toute forme d'attachement. Il tira doucement l'enfant vers un auvent voisin pour les abriter un peu de la pluie. Noé grelottait,
Ses lèvres bleuies par le froid, mais ses yeux restaient fixés sur Louis avec une lueur d'espoir farouche. Louis sortit son téléphone de sa poche, hésitant. Une partie de lui savait qu'il devait appeler quelqu'un, la police, un service d'assistance, n'importe qui de compétent. Après tout, il n'était ni parent ni éducateur. Il n'avait aucune légitimité à garder cet enfant avec lui. Et pourtant, l'idée de le laisser entre les mains impersonnelles de l'État, de l'abandonner à un système qui, il le savait, écrasait souvent les plus vulnérables, lui était tout simplement insupportable. Un taxi s'arrêta à quelques mètres, projetant une gerbe d'eau en roulant sur les flaques. Louis prit une décision rapide. Il entraîna Noé vers le véhicule, ouvrit la portière arrière et fit signe au garçon de monter. Le chauffeur, un homme d'âge mûr à la moustache grisonnante, les observa dans son rétroviseur avec une curiosité discrète, mais n'émit aucun commentaire. « Où allons-nous, monsieur » demanda-t-il avec politesse. Louis hésita une fraction de seconde avant de répondre. 8e arrondissement, rue de Monceau, l'adresse de son propre appartement, un lieu sûr, discret, où il aurait au moins le temps de comprendre ce qui se passait, sans l'intervention immédiate de la police ou des services sociaux. Le taxi démarra, s'enfonçant dans les rues brillantes de pluie. À l'intérieur, le silence régnait, seulement troublé par le clapotis des gouttes sur les vitres. Louis observait Noé du coin de l'œil. L'enfant fixait le paysage avec un mélange de fascination et d'appréhension, serrant contre lui la veste beaucoup trop grande. Lorsque le taxi arriva à destination, Louis régla la course et descendit en premier. Il tendit la main à Noé, qui hésita brièvement avant de la saisir. Ils montèrent ensemble les quelques marches du bâtiment cossu, dont la façade haussmannienne témoignait d'une élégance ancienne et discrète. L'ascenseur les emmena jusqu'au 5e étage. Le vestibule de l'appartement était spacieux, décoré avec goût mais sans ostentation. Des œuvres d'art contemporaines ornèrent les murs, contrastant avec le parquet ancien soigneusement entretenu. Louis posa ses clés sur la console près de la porte et se tourna vers Noé. « Enlève tes chaussures, tu vas attraper froid. » L'enfant s'exécuta docilement, laissant derrière lui des traces d'eau sur le sol. Louis attrapa une grande serviette dans la salle de bain attenante et l'enroula autour de lui. Il se baissa pour frotter doucement ses cheveux trempés, geste qu'il n'avait pas accompli depuis des années et qui réveilla en lui une tendresse oubliée. Noé, docile, se laissa faire, fermant les yeux sous la chaleur réconfortante de la serviette. « Tu as faim » demanda Louis. Le garçon hocha la tête avec vigueur. Louis sourit malgré lui. Il se dirigea vers la cuisine, ouvrit le réfrigérateur et en sortit quelques restes de lasagne qu'il fit réchauffer. Pendant que le micro-ondes bourdonnait, il prépara un grand bol de chocolat chaud, ajoutant une touche de cannelle, comme Camille aimait tant le faire autrefois. Lorsqu'il déposa l'assiette fumante et le bol devant Noé, l'enfant le regarda avec des yeux brillants de gratitude avant de se jeter sur la nourriture avec une ferveur silencieuse. Louis s'assit en face de lui, le regardant manger. 1000 questions tourbillonnaient dans son esprit. Qui était réellement Noé? Était-il vraiment lié à Camille? Et si oui, pourquoi n'avait-elle jamais cherché à le contacter, à lui dire qu'elle était en vie, qu'elle avait un enfant? Le cliquetis léger de la fourchette sur la porcelaine le ramena à l'instant présent. Noé mangeait avec application, conscient de la valeur de chaque bouchée. Louis sentit une boule se former dans sa gorge. Une fois rassasié, Noé repoussa timidement son assiette et regarda autour de lui avec curiosité. « C'est ta maison ?» demanda-t-il. « Oui. »« Elle est grande ?» Louis sourit tristement. « Oui, elle était grande. Trop grande pour un seul homme. Un écho vide de ce qu'aurait pu être sa vie avec Camille. « Tu peux rester ici pour cette nuit, dit-il. Demain, on verra ce qu'il faut faire. » Noé hocha la tête sans poser de questions. Il était clair qu'il avait appris depuis longtemps à accepter ce qu'on lui proposait sans discuter. Louis installa un lit d'appoint dans la chambre d'amis, y déposa des draps propres et un pyjama appartenant à un neveu qu'il voyait rarement. Noé se coucha sans faire d'histoire, ses paupières lourdes de fatigue. Louis resta un moment à la porte, le regardant sombrer dans le sommeil. Une paix étrange envahit la pièce, comme si, pour une nuit au moins, toutes les blessures du monde s'étaient tues. Mais Louis savait que ce répit serait de courte durée. Dès le lendemain, il devrait affronter la réalité. La situation n'était pas tenable. Il aurait des comptes à rendre. Il devrait répondre aux attentes de la société, des autorités, du bon sens. Et surtout,
Il devrait faire face à la possibilité terrifiante que cet enfant soit lié à la plus grande perte de sa vie. Le lendemain matin, Paris s'éveilla sous un ciel encore gris, la ville lavée par la pluie nocturne. Louis, réveillé, avant l'aube comme à son habitude, traversait silencieusement l'appartement. Il s'arrêta devant la chambre d'amis, observant Noé profondément endormi, ses traits enfin détendus. La nuit n'avait pas porté conseil. Au contraire, elle avait fait germer en lui une inquiétude sourde, un besoin viscéral de comprendre. Il prépara un petit déjeuner simple, des tartines grillées, du jus d'orange fraîchement pressé, et attendit que Noé émerge de son sommeil. L'enfant, encore engourdi, accepta l'assiette que Louis lui tendit sans un mot, grignotant avec lenteur. Louis choisit ce moment pour commencer une conversation, d'abord à mi-voix pour ne pas effrayer l'enfant. « Tu sais, Noé, si tu veux, tu peux me parler de ta maman, ce qu'elle aimait faire, où vous alliez parfois. » Noé releva la tête, les yeux un peu embués de sommeil, mais ouverts, confiants. Elle aimait raconter des histoires, la nuit. Elle disait que les histoires faisaient oublier le froid et la faim. Un sourire triste étira les lèvres de Louis. Camille aussi aimait raconter des histoires, surtout les soirs où leur projet semblait lourd à porter. « Elle portait souvent la bague ?» demanda Louis, insistant doucement. Noé hocha la tête avec vigueur. « Toujours. Elle disait que c'était tout ce qui lui restait de l'homme qu'elle aimait plus que tout. Parfois, elle la regardait longtemps et elle pleurait. » Louis sentit sa gorge se serrer. Les détails que Noé donnait étaient trop précis, trop sincères pour être inventés. Ce n'était pas une histoire apprise dans la rue pour attendrir un riche passant. Non, c'était la mémoire vivante d'une relation authentique, d'une douleur encore vibrante. Est-ce qu'elle t'a dit où elle avait eu cette bague ou qui la lui avait donnée? Noé fronça les sourcils, réfléchissant intensément. Elle disait juste que c'était un souvenir d'une autre vie, une vie d'avant, avant que tout change. Ces mots résonnèrent en Louis avec une force brutale. Une autre vie. Camille avait-elle voulu dire leur vie commune? Avait-elle tout abandonné pour commencer ailleurs, sous un autre nom loin de lui? Il se força à poser une autre question, même si la réponse risquait de le blesser davantage. « Elle t'a dit pourquoi elle est partie ?» Noé haussa les épaules, son visage se fermant légèrement. Elle disait que c'était dangereux de rester au même endroit trop longtemps, qu'il y avait des gens qui voulaient lui faire du mal. Louis sentit un frisson d'angoisse grimper le long de son dos. Pendant toutes ces années, il avait imaginé que Camille était partie à cause d'un malentendu, d'un différend insurmontable, ou même par lassitude. Mais il n'avait jamais envisagé qu'elle ait fui par peur. Fuir non pas lui, mais une menace invisible, indicible. La sonnerie de son téléphone coupa ce moment de réflexion. Un rapide coup d'œil à l'écran lui apprit qu'il s'agissait d'un de ses avocats. Il hésita à répondre, puis déclina l'appel. Il n'était pas prêt à mêler des procédures officielles à cette situation encore si fragile. Se concentrant de nouveau sur Noé, il poursuivit doucement. « Et toi, tu sais comment elle s'appelait vraiment? Son nom de famille ?» Noé secoua la tête. « Non. Pour moi, elle était juste maman. » Louis se laissa tomber lourdement contre le dossier de sa chaise. Tout devenait plus complexe. Sans nom complet, sans trace administrative, retrouver Camille serait comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Pourtant, il avait désormais une certitude gravée dans la chair. Il existait un lien profond entre cet enfant et Camille. Un lien que le destin semblait avoir tissé patiemment, au fil des années et de la douleur. Pendant que Noé terminait son petit déjeuner, Louis réfléchissait à la prochaine étape. Il devait comprendre qui était vraiment cet enfant. S'il voulait l'aider, s'il voulait comprendre ce qu'il était advenu de Camille, il lui fallait des preuves. Il fallait creuser dans les souvenirs, les indices épars que Noé pouvait offrir. « Noé, tu te rappelles d'autre chose? Où vous habitiez avant ?» L'enfant fronça les sourcils avec application. On était dans un endroit avec beaucoup de voitures, et il y avait un grand arbre devant la maison. Louis nota mentalement ce détail. Un quartier vivant peut être un endroit populaire, mais encore trop vague pour être exploité immédiatement. Et des amis de ta maman, quelqu'un qui l'aurait connu avant? Noé hocha timidement la tête. Il y avait un monsieur grand avec une grosse moustache. Il nous aidait parfois. Il nous donnait des sacs de nourriture. Louis sentit son cœur battre plus vite. Enfin une piste plus tangible. Un homme, une moustache. Ce n'était pas grand-chose, mais dans l'immense labyrinthe de Paris, cela représentait une lumière dans l'obscurité.
Il se leva de sa chaise et s'agenouilla devant Noé, posant ses mains sur ses petites épaules. « Est-ce que tu saurais me montrer où il habite, si je t'emmène là-bas » Noé hésita, mordillant sa lèvre inférieure. Puis, avec un courage admirable, il hocha la tête. Louis sourit, un sourire fragile mais sincère. Il savait qu'une nouvelle quête commençait. Une quête faite d'incertitudes, de souvenirs épars, de dangers peut-être. Mais il n'était plus seul à porter cette recherche. Noé était là. Et ensemble, ils allaient remonter le fil de la mémoire jusqu'à retrouver la vérité. Louis prit la décision sans attendre. Il attrapa un manteau pour Noé, plus ajusté que sa propre veste, et une écharpe épaisse. Il n'était pas question de perdre du temps. Chaque minute semblait précieuse, comme si, en agissant vite, il pouvait conjurer le passé et réparer l'irréparable. Ils descendirent ensemble l'escalier en colimaçon de l'immeuble, évitant l'ascenseur vétuste que Louis n'avait jamais réellement aimé. Dehors, le froid mordait encore l'air, et les trottoirs luisaient sous les faibles rayons d'un soleil timide. Louis appela un taxi et une fois à l'intérieur, il laissa Noé lui indiquer la direction. L'enfant, malgré sa timidité naturelle, se montra attentif, observant les rues, les façades, cherchant des repères familiers. Ils traversèrent différents quartiers, passant des arrondissements chics aux zones plus populaires, jusqu'à ce que Noé frappe doucement la vitre du taxi. « Ici, arrêtez ici !» Louis paya la course et descendit avec lui. Ils étaient dans une rue étroite, bordée de petits immeubles délabrés et de commerces aux devantures fatiguées. Le contraste avec son propre quartier était saisissant. Noé pointa du doigt un bâtiment en particulier, un ancien café aux vitres poussiéreuses. « Le monsieur habitait là, je crois. » Louis s'approcha prudemment. Une cloche grinçante tinta au-dessus de leur tête alors qu'ils poussaient la porte. L'intérieur sentait le vieux bois et le tabac froid. Quelques habitués, des figures grisonnantes, tournèrent leur regard vers eux avec une curiosité peu amicale. Derrière le comptoir, un homme massif, au visage buriné par les années et orné d'une épaisse moustache grise, nettoyait un verre avec un torchon élimé. Son regard s'attarda sur Noé, et un éclair de reconnaissance passa fugitivement dans ses yeux. Louis s'approcha. « Bonjour, mon nom est Louis Dufresne. Nous cherchons quelqu'un... » L'homme le coupa sèchement. « Ce garçon n'a rien à faire ici. Allez-vous-en. » Le ton était brutal, sans appel. Louis, surpris, resta un instant interdit. Noé se serra contre lui, sentant l'hostilité de l'endroit. « Je crois que vous connaissez sa mère, » insista Louis. « Elle portait une bague en or, elle... » Le regard de l'homme se durcit. « Je vous ai dit de partir. » Derrière eux, deux autres hommes se levèrent de leur table, leur regard pesant, leur posture menaçante. Louis comprit alors que ce n'était pas un simple café abandonné. C'était un lieu de deals, de marché louche, un endroit où personne n'aimait voir débarquer un inconnu, surtout un homme en costume avec un enfant à ses côtés. Il sentit son instinct d'homme d'affaires se réveiller. Dans ce genre de situation, la confrontation ne servait à rien. Il fallait négocier. Il baissa la voix, la rendant presque confidente. « Je ne veux pas d'ennui. Je veux juste savoir où est Camille. » Le prénom, prononcé à voix haute, sembla glacer l'air. Le barman plissa les yeux, jaugeant Louis. Pendant quelques secondes interminables, un duel silencieux s'engagea entre eux. Finalement, l'homme lâcha à mi-voix, presque à regret. « Elle est partie, très loin. Elle ne voulait pas qu'on la retrouve. »« Pourquoi ?» demanda Louis, son cœur battant à tout rompre. Le barman secoua lentement la tête. « Vous feriez mieux d'oublier. Elle avait de bonnes raisons de fuir. » Avant que Louis ne puisse répliquer, l'un des hommes dans le fond fit un pas en avant, une lueur mauvaise dans le regard. « Vous avez entendu, partez !» Comprenant que pousser plus loin serait dangereux pour Noé et lui, Louis fit un pas en arrière. Il posa brièvement sa main sur l'épaule de l'enfant, signe qu'il fallait partir. Ils quittèrent le café sans un mot de plus, sous les regards hostiles. Dehors, l'air semblait plus glacé encore. Louis sentit une montée de frustration et de peur. Quel genre de monde Camille avait-elle traversé pour fuir ainsi, au point de couper tout lien avec lui? Qui étaient ces hommes prêts à tout pour garder son secret? Noé, silencieux, marchait près de lui, le visage baissé. Louis s'accroupit à sa hauteur. « Ce n'est pas ta faute, Noé. Tu as été très courageux. » Le garçon releva les yeux, cherchant dans ceux de Louis un réconfort qu'il y trouva immédiatement.
Louis comprit alors que leur quête allait être bien plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Les dangers n'étaient pas seulement dans les souvenirs, mais aussi bien réels, palpables, tapis dans l'ombre. Et plus que jamais, il était déterminé à aller jusqu'au bout, pour Camille, pour Noé, pour lui-même. Il prit la main de l'enfant, et ensemble, ils s'éloignèrent de cette rue sombre, prêts à affronter ce que l'avenir leur réservait. Louis, de retour à son appartement, sentit le poids invisible de la responsabilité s'alourdir sur ses épaules. Noé s'était endormi presque aussitôt après avoir franchi le seuil, exténué par l'émotion et la peur. Louis, cependant, savait que la nuit serait longue pour lui. Il s'installa dans son bureau éclairé seulement par la lumière vacillante d'une lampe ancienne et déroula méthodiquement un plan d'action. Première étape, identifier Camille où qu'elle soit. Deuxième étape, comprendre pourquoi. Elle avait fui et quel danger la menaçait. Troisième étape, protéger Noé à tout prix. Il savait que se lancer dans cette recherche ne serait pas sans conséquences. Son nom, son statut, son image publique seraient mis en jeu. Paris n'était pas tendre avec ceux qui sortaient des sentiers battus, encore moins lorsqu'il s'agissait de millionnaires mêlés à des affaires troubles. Tandis qu'il pianotait sur son ordinateur, Louis accéda à plusieurs bases de données, privées grâce à des contacts qu'il avait gardés dans le milieu de l'intelligence économique. Il chercha des signalements de femmes disparues, d'alias utilisés dans les refuges d'urgence, des traces infimes pouvant le mener à Camille. Les premières heures furent infructueuses. Aucun fichier officiel, aucun avis de recherche ne semblait correspondre à ce qu'il cherchait. Camille était une ombre soigneusement effacée. À l'aube, alors que Paris s'illuminait lentement, Louis ferma son ordinateur d'un geste las. Il savait qu'il aurait besoin d'aide, mais à qui pouvait-il faire confiance? La réponse, lui, vint presque naturellement. Claire Dubois, une ancienne amie de Camille, avocate spécialisée dans les affaires familiales et d'adoption. Claire avait disparu de son cercle après la disparition de Camille, mais Louis savait qu'elle exerçait toujours à Paris. Il téléphona dès que l'horloge sonna 8 heures du matin. « Claire Dubois, j'écoute. » La voix, toujours aussi nette, aussi déterminée, lui parvint avec une bouffée de nostalgie douloureuse. « Claire, c'est Louis Dufresne. J'ai besoin de vous voir. C'est urgent. » Un silence pesant s'ensuivit, marqué par une hésitation palpable. Puis Claire répondit simplement « Venez à mon cabinet à 9 heures. » À 9 heures précises, Louis franchit la porte du cabinet. Claire l'attendait, debout derrière, son bureau. Ses cheveux, autrefois flamboyants, étaient striés de mèches grises, mais ses yeux restaient aussi acérés qu'avant. « Asseyez-vous, Louis, » dit-elle d'une voix calme, mais sans chaleur. Louis s'exécuta et, sans perdre de temps, raconta tout. Noé, l'anneau, la ressemblance troublante, le café douteux. Claire écouta sans l'interrompre, son visage impassible. Lorsqu'il eut terminé, elle resta silencieuse un moment avant de déclarer « Je crois que vous dites la vérité. Et je crois aussi que Camille aurait tout fait pour protéger son enfant. » « Vous savez quelque chose ?» murmura Louis. Claire hocha lentement la tête. « Avant de disparaître, Camille m'a confié quelques bribes. Elle m'a dit qu'elle avait peur. Pas de vous, Louis, mais de ce que votre monde représentait. Des ennemis invisibles, des dettes contractées dans l'ombre, des jalousies anciennes. » Louis se figea. Il n'avait jamais soupçonné l'ampleur de ce danger. « Elle m'a dit aussi, » ajouta Claire, que si jamais un jour un enfant portant un anneau identique au sien apparaissait, il faudrait l'aider sans poser de questions. Un frisson parcourut Louis. Camille avait prévu cette éventualité. Elle avait tout anticipé, même la possibilité que leur fils soit seul dans le monde. « Que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-il, la voix serrée. Claire le fixa intensément. « Protégez-le. Cachez-le pour l'instant. Les services sociaux pourraient vouloir intervenir, et croyez-moi, ce ne sera pas simple de prouver votre lien sans documents officiels. » Louis comprit. Il n'était plus seulement question de retrouver Camille, mais de protéger Noé de toute une machinerie administrative et peut-être de menaces plus graves encore. Avant de partir, Claire lui remit une carte. « Si vous avez besoin d'un avocat en droit de la famille, contactez ce numéro. Mais agissez vite, Louis. Ce n'est pas seulement votre passé que vous affrontez. C'est aussi l'avenir de cet enfant. » De retour chez lui, Louis trouva Noé dans la cuisine, assis sur une chaise trop haute pour lui, les jambes pendant dans le vide. Il lui adressa un sourire fatigué
mais sincère. « Ça va, Noé ?» L'enfant hocha la tête, son visage s'illuminant d'un sourire qui, malgré tout, portait encore l'ombre de la fatigue. Louis s'agenouilla devant lui, posant une main sur sa petite épaule. « À partir d'aujourd'hui, je te promets que je ferai tout pour te protéger. Peu importe ce que ça me coûtera. » Noé l'observa avec une gravité surprenante pour son âge, puis, sans un mot, se pencha pour enlacer Louis. Un geste simple, maladroit, mais d'une intensité bouleversante. Louis ferma les yeux, serrant l'enfant contre lui. Il n'avait pas toutes les réponses. Il ne savait pas où cette route les mènerait. Mais une chose était certaine, il n'abandonnerait pas cette fois. Pendant plusieurs jours, Louis consacra chaque instant de son temps libre à essayer de recoller les morceaux du passé de Camille. Il multiplia les appels, engagea des détectives privés, consulta d'anciens amis et collègues. Mais toutes les pistes semblaient s'évanouir dès qu'il tentait de les suivre. Camille avait effacé ses traces avec une rigueur presque professionnelle. La situation de Noé, quant à elle, devenait de plus en plus précaire. Claire avait eu raison. Les services sociaux avaient été alertés. Sans doute un employé du restaurant ou un passant avait signalé qu'un enfant des rues était désormais hébergé par un inconnu. Louis reçut une convocation officielle l'informant qu'une enquête allait être ouverte sur la garde du petit garçon. Il fallait agir rapidement avant que les autorités ne retirent Noé de sa protection. Un matin, alors qu'il feuilletait d'anciens albums photos à la recherche d'indices supplémentaires, Louis tomba sur une image oubliée. Camille, souriante, posant devant une petite maison de campagne. Un détail insignifiant, mais dans l'angle de la photo, il remarqua une enseigne partiellement visible, le verger des rêves. Soudain, une étincelle s'alluma dans son esprit. Le verger des rêves était un refuge pour femmes en difficulté, situé à une 50aine de kilomètres de Paris. Camille avait-elle trouvé refuge là-bas des années plus tôt? Sans perdre un instant, Louis saisit son téléphone et appela l'endroit. Une voix douce et prudente répondit, confirmant l'existence du centre, mais refusant de donner toute information sans un rendez-vous en personne. Déterminé, Louis organisa la visite pour le jour même. Il laissa Noé sous la garde temporaire de Claire, qui avait accepté de veiller sur lui pendant son absence et prit la route en voiture vers la campagne. La journée était grise, le ciel chargé de nuages bas, et le paysage défilait sous ses yeux comme un monde irréel. Louis sentait l'angoisse monter à mesure qu'il approchait du refuge. Lorsqu'il arriva, il découvrit une grande maison, de pierre, entourée d'un jardin un peu sauvage mais plein de charme. Une femme d'âge moyen aux cheveux grisonnants attachés en chignon l'accueillit à la porte. Elle se présenta sous le prénom de Madeleine. « Que puis-je pour vous, monsieur Dufresne ?» demanda-t-elle avec une courtoisie méfiante. Louis lui expliqua la situation avec calme, pesant soigneusement ses mots. Madeleine l'écouta sans l'interrompre, son regard sondant chaque détail de son récit. Lorsque Louis mentionna le prénom de Camille, un éclat fugitif passa dans les yeux de la femme. « Oui » murmura-t-elle après un long silence. « Nous avons eu une résidente qui se faisait appeler Camille, mais cela remonte à plusieurs années. » Le cœur de Louis se serra. « Sauriez-vous où elle est allée après ?» Madeleine secoua tristement la tête. Elle est partie précipitamment en laissant peu d'indices. Nous avons appris, plus tard, qu'elle utilisait une fausse identité. Elle craignait pour sa sécurité et celle de son enfant. Louis sentit une sueur froide perler dans son dos. « Vous voulez dire, elle avait un enfant avec elle ?»« Oui, un petit garçon, à peine âgé de quelques mois. » La confirmation, aussi effrayante qu'espérée, résonna dans tout son être. Noé. C'était Noé. Mais avant qu'il ne puisse poser d'autres questions, Madeleine ajouta, la voix plus grave, « Peu après son départ, 2 hommes sont venus la chercher. Pas des policiers, pas des assistants sociaux. Des hommes violents, en colère. Ils n'ont jamais dit ce qu'ils lui voulaient. Heureusement, Camille avait déjà disparu. Mais nous avons compris alors pourquoi elle vivait dans une telle peur. » Louis sentit le sol vaciller sous ses pieds. Tout ce qu'il avait cru comprendre de l'absence de Camille se transformait en un cauchemar plus complexe. Elle ne s'était pas enfuie par caprice ou par fatigue. Elle avait fui pour sauver son enfant d'un danger mortel. La culpabilité monta en lui comme une vague écrasante. Pendant que lui se noyait dans le travail et la solitude, Camille avait combattu, seule, dans l'ombre, pour protéger ce qui leur appartenait. « Est-ce que vous savez si elle est encore vivante ?» demanda Louis dans un souffle.
Madeleine secoua la tête, impuissante. Personne n'a eu de nouvelles depuis, mais si elle est toujours là quelque part, elle vit cachée, et elle vit dans la peur. Louis remercia la femme, même si son cœur était plus lourd qu'à son arrivée. Il prit le chemin du retour, la gorge serrée, l'esprit en ébullition. Sur la route, il réalisa l'ampleur du défi qui l'attendait. Retrouver Camille, ce n'était plus seulement une quête sentimentale. C'était une lutte contre des ennemis tapis dans l'ombre, contre un passé dangereux, contre les lois qui menacèrent de lui arracher Noé. Il n'avait plus le luxe de l'hésitation. Chaque seconde comptait désormais. Et il n'avait pas seulement une promesse à tenir envers Camille. Il avait un enfant à sauver. Louis rentra à Paris au crépuscule. Les lampadaires illuminaient la ville d'une lumière jaune et douce, mais dans son cœur l'angoisse grandissait. Il avait enfin obtenu des fragments de vérité, mais ces révélations, au lieu de l'apaiser, ne faisaient que soulever davantage de questions. Si Camille avait fui pour protéger Noé, qui étaient donc ces hommes prêts à tout pour la retrouver? Et pourquoi? En arrivant chez Claire, il retrouva Noé assis sur le tapis du salon, dessinant maladroitement des formes enfantines sur une grande feuille de papier. À la vue de Louis, l'enfant bondit sur ses pieds et courut vers lui. « Tu as trouvé maman ?» demanda-t-il d'une voix emplie d'espoir. Louis s'agenouilla pour se mettre à sa hauteur. Il posa doucement ses mains sur les épaules de Noé. « Pas encore, mais je fais tout pour, je te le promets. » Noé, résilient, acquiesça sans poser davantage de questions. Louis sentit son cœur se serrer à la pensée de tout ce que cet enfant avait enduré. Après l'avoir bordé dans la chambre d'amis, Louis s'attarda dans le salon avec Claire pour discuter des découvertes faites au refuge. « Ces hommes qui la poursuivaient, il faut comprendre qui ils sont, déclara-t-il d'une voix sombre. Claire, pensive, sirotait une tasse de thé fumant. « Tu as pensé à l'entreprise que tu dirigeais à l'époque de sa disparition? Peut-être que Camille a été mêlée, malgré elle, à quelque chose de dangereux. » Louis ferma les yeux quelques secondes. Il y avait eu effectivement, 6 ans plus tôt, une série d'acquisitions douteuses, des conflits d'intérêts, des partenaires peu scrupuleux qu'il avait écartés sans jamais chercher à comprendre la profondeur de leurs activités. Et si Camille avait découvert quelque chose de suffisamment grave pour la forcer à fuir? Déterminé à éclaircir ces zones d'ombre, Louis demanda à Claire de l'aider à fouiller ses archives privées. Ensemble, ils plongèrent dans des contrats, des correspondances anciennes, des bilans financiers. Au bout de plusieurs heures, un nom émergea. Armand Leroux. Un ancien investisseur, écarté discrètement par Louis à cause de soupçons de blanchiment d'argent et de trafic d'influence. À l'époque, Louis avait préféré ignorer les détails pour préserver son empire. Il réalisa à présent que Camille, peut-être, n'avait pas fait le même choix. « Armand Leroux », murmura Claire. « Il est connu pour ne pas oublier ceux qui se mettent en travers de son chemin. » Louis sentit une sueur froide lui parcourir l'échine. Si Camille avait appris quelque chose sur lui, elle aurait été une cible. La certitude brutale et implacable s'imposa. Camille n'était pas partie par lassitude. Elle n'avait pas disparu par caprice. Elle avait fui pour sauver leur fils, pour le protéger d'un ennemi que Louis lui-même avait attiré dans leur vie sans le savoir. Et il y avait plus encore. En fouillant plus loin dans ses souvenirs, Louis se rappela une conversation qu'il avait eue avec Camille peu avant sa disparition. Elle lui avait parlé d'un rêve, élever des enfants loin du tumulte, dans un endroit calme, loin des menaces du monde des affaires. À l'époque, il avait souri distraitement, trop absorbé par ses projets d'expansion. Il n'avait pas compris que c'était plus qu'un rêve, c'était un appel au secours. En posant la main sur une photo de Camille enceinte, le ventre à peine arrondi sous une robe légère, Louis sentit une autre certitude s'imposer. Le calendrier concordait. Camille avait dû découvrir sa grossesse juste avant de fuir. Noé n'était pas seulement un enfant abandonné du destin, il était son fils, son propre sang. Le choc de cette révélation fit vaciller Louis. Pendant toutes ces années, il avait vécu dans une demi-mort émotionnelle, sans savoir qu'une partie de lui vivait quelque part, cachée du monde. « Elle faut un test ADN », souffla Claire, comme lisant dans ses pensées. « Ce sera la seule preuve irréfutable devant un tribunal si tu veux le protéger légalement. » Louis s'acquiesça d'un signe bref. Il n'avait plus une seconde à perdre. Le lendemain matin, il organisa discrètement un prélèvement de salive pour lui et pour Noé, confiant l'analyse à un laboratoire privé connu pour sa rapidité et sa discrétion. Pendant les 48 heures d'attente, Louis vécut comme suspendu dans le vide.
Chaque geste quotidien, préparer le petit déjeuner, accompagner Noé dessiner, lui lire des histoires, prenait une dimension nouvelle, emplie d'une tendresse fébrile. Il observait Noé avec des yeux neufs. La courbe de son sourire, l'éclat de ses yeux, la manière obstinée dont il fronçait les sourcils lorsqu'il était concentré. Des détails minuscules mais irréfutables. Le même sourire que Camille, le même regard déterminé que lui. Il n'avait jamais été un homme de foi, mais désormais, il priait, silencieusement, fiévreusement. Que la vérité éclate, que Noé soit bien son fils, qu'il ait enfin une chance de réparer l'injustice du passé. Lorsque le laboratoire appela enfin, la voix du médecin résonna comme un coup de tonnerre doux. « Monsieur Dufresne, les résultats sont sans équivoque. Vous êtes le père biologique de Noé. » Le monde bascula sous ses pieds. Louis s'agrippa au dossier de son fauteuil pour ne pas tomber. Noé était son fils, son fils. Un rire brisé, mi-joie, mi-soulagement, lui échappa malgré lui. Après toutes ces années de solitude, de regret, de doute, il retrouvait un lien vivant, tangible, indestructible. Mais il n'avait pas le luxe de savourer cette victoire. Désormais, il devait se battre, pour son fils, pour leur avenir, et peut-être, quelque part dans l'ombre, pour retrouver Camille. Louis resta immobile dans son bureau pendant de longues minutes, serrant contre sa poitrine la feuille imprimée portant les résultats du test ADN. Les mots dansaient devant ses yeux. Paternité confirmée. 3 mots capables de bouleverser une existence tout entière. Mais il n'avait pas le temps de s'abandonner à l'émotion. Déjà, l'ombre d'une menace planait. Il savait que la machine administrative ne tarderait pas à s'abattre sur lui et sur Noé. Les services sociaux enquêtaient, et bientôt il pourrait exiger que l'enfant soit placé en foyer, arguant du danger potentiel ou de l'irrégularité de leur situation. Il devait officialiser son lien avec Noé, vite, avant que d'autres ne lui arrachent ce qui était désormais sans aucun doute son propre fils. Claire, qui l'informa immédiatement des résultats, partagea son urgence. « Tu dois entamer une procédure de reconnaissance de paternité immédiatement. Et en parallèle, demander la garde provisoire. Sans cela, Noé pourrait être placé d'office. » Louis ne perdit pas une minute. Ils déposèrent la demande au tribunal de la famille dès le lendemain. Mais l'audience ne serait pas immédiate. Le système, même pour un homme de son influence, imposait des délais, des semaines peut-être. Et il savait au fond de lui que ceux qui avaient pourchassé Camille n'avaient pas disparu. Il redoubla donc de précautions. Il engagea des gardes du corps discrets pour surveiller l'immeuble. Il équipa son appartement de caméras de sécurité. Il réduisit ses déplacements au strict nécessaire, préférant rester auprès de Noé. Chaque jour devenait une course contre la montre. Un après-midi, alors qu'il lisait un livre à voix haute à Noé, une sonnerie retentit à la porte. Une sonnerie insistante, brutale. Louis sentit son sang se glacer. Il posa doucement le livre, fit signe à Noé de rester silencieux et s'approcha de l'entrée. Il jeta un œil à l'interphone. 2 hommes en costume sombre. Aucun badge, visible. Un mauvais pressentiment s'empara de lui. « Qui est là ?» demanda-t-il, sa voix ferme. « Services sociaux. Ouvrez, monsieur Dufresne », répondit une voix trop lisse pour être honnête. Louis hésita. Il savait que les services sociaux devaient se présenter avec un mandat officiel et jamais de manière aussi brusque. Il appuya sur un autre bouton, celui qui activait discrètement la ligne d'urgence reliée à Claire et à ses contacts juridiques. Pendant ce temps, il fit reculer Noé vers l'arrière du couloir jusqu'à une pièce sécurisée, aménagée précisément pour ce genre d'urgence. De l'autre côté de la porte, les coups se firent plus violents. « Ouvrez immédiatement, ou nous forçons l'entrée. » Louis sut alors avec certitude qu'il ne s'agissait pas d'une visite officielle. Ces hommes n'étaient pas là pour protéger Noé, ils étaient là pour l'enlever. Il verrouilla la porte renforcée de l'intérieur et activa les alarmes secondaires. Quelques minutes plus tard, la sirène stridente du système de sécurité retentit dans tout l'immeuble. Des voisins inquiets sortirent sur le palier et, dans la confusion, les 2 hommes prirent à la fuite. Louis respira enfin, tremblant de rage et de peur, mais il savait que ce n'était qu'une question de temps avant qu'ils ne reviennent, plus discrets, plus organisés. La police, appelée d'urgence, arriva rapidement. Louis leur remit les enregistrements de la caméra de surveillance. Les visages des 2 intrus furent extraits des vidéos, mais rien ne les identifiait immédiatement. Ils n'avaient laissé aucune trace. Le capitaine chargé de l'enquête, un homme aux traits sévères,
lui conseilla de rester particulièrement vigilant. « Vous avez affaire à des professionnels, monsieur Dufresne. Ce genre de tentative n'est pas courante. Ils ne cherchent pas juste à effrayer. » Louis comprit. Il n'était plus dans un simple combat juridique. Il était dans une guerre souterraine où chaque erreur pouvait coûter cher. Ce soir-là, alors qu'il berçait Noé endormi, une résolution froide s'installa en lui. Il ne se contenterait plus de défendre son territoire. Il prendrait l'initiative. Il traquerait ceux qui les menaçaient. Il découvrirait ce qu'il voulait réellement, ce qu'il savait de Camille, et mettrait un terme définitif à cette menace. Il se leva doucement, couvrit Noé d'une couverture chaude et se dirigea vers son bureau. Il ouvrit un tiroir dissimulé dans le mur et en sortit un dossier ancien, le dossier Armand Leroux. Demain, il partirait à sa recherche. Demain, il irait au cœur des ténèbres pour sauver son fils. Le lendemain, avant même que Paris ne s'éveille complètement, Louis était déjà en route. Il avait mobilisé ses contacts les plus discrets pour localiser Armand Leroux. À présent semi-reclus, Leroux vivait à la périphérie de la ville, dans une villa protégée par des grilles hautes et des caméras de surveillance privées. Louis savait qu'il ne pourrait pas simplement se présenter à sa porte. Il fallait une approche plus subtile. Grâce à Claire, il obtint l'aide d'un ancien détective privé, Léon Marchand, spécialiste des affaires sensibles. Léon accepta de se rendre sur place, équipé de matériel de surveillance pour recueillir toute information susceptible d'exposer Leroux. Pendant que Léon s'activait, Louis restait près de Noé, tentant de lui offrir une apparence de normalité. Ils lisaient ensemble, jouaient aux cartes, partageaient des repas simples. Mais sous la surface, Louis bouillait d'impatience et d'inquiétude. 2 jours plus tard, Léon revint avec des informations cruciales. « Leroux s'attend à quelque chose ?» dit-il d'emblée. « Il a renforcé la sécurité autour de lui, mais surtout, il a parlé. » Louis se pencha en avant, tendu. « À qui ?»« À un associé. Nous avons intercepté une conversation. Il a mentionné une preuve capable de le faire tomber définitivement. Et il a dit que cette preuve était liée à Camille. » Le nom résonna dans la pièce comme une détonation. « Leroux croit que Camille détient quelque chose ?» demanda Louis. « Il en est persuadé. Et il pense que tant qu'elle est en vie, il est en danger. » Louis sentit son cœur se serrer. Camille. Elle était donc encore en vie quelque part, cachée, protégée peut-être par cette fameuse preuve. « Je dois la retrouver, » murmura-t-il. Avant lui. La détermination de Louis se mua en stratégie. Grâce aux informations de Léon, il identifia plusieurs anciens lieux de passage de Camille. Des refuges, des associations, des adresses éparpillées sur la carte comme autant de fragments de son parcours. Il décida de commencer par un petit village au nord de Paris, où une femme correspondant à la description de Camille avait été aperçue plusieurs mois auparavant. Accompagné de Claire et de Léon, et après avoir confié temporairement Noé à un couple ami de Claire, Louis partit aussitôt. Le village était modeste, entouré de champs verdoyants. Les habitants, méfiants envers les étrangers, mirent du temps à répondre à leurs questions. Finalement, une vieille femme, la propriétaire de la boulangerie, se souvenait d'une jeune mère et de son enfant, arrivée un hiver, repartie précipitamment au printemps suivant. Elle avait peur, disait-elle souvent qu'elle ne voulait pas d'ennui, se rappela la boulangère. Mais elle était gentille, très polie. Elle leur donna une dernière adresse, une maison en bordure du village, aujourd'hui vide. Quand Louis s'y rendit, il sentit immédiatement que l'endroit avait été abandonné en hâte. Il y avait encore des vêtements dans une vieille armoire, un livre pour enfants sur une étagère poussiéreuse, mais pas de traces de Camille. Cependant, dans un tiroir dissimulé sous une lame de plancher disjointe, Louis trouva un objet, un pendentif en forme de cœur, contenant 2 photos miniatures. D'un côté, le visage souriant de Camille. De l'autre, celui d'un bébé haut, très familier. Il sut immédiatement que c'était Noé. Les mains tremblantes, il retourna le pendentif et découvrit, gravé en minuscules lettres, une adresse. Une adresse dans Paris. Son cœur battait à tout rompre. Peut-être était-ce un nouveau refuge, une cachette, un dernier espoir. Sans perdre de temps, Louis reprit la route vers la capitale. En chemin, il reçut un appel de Claire. « Les résultats du tribunal viennent de tomber », annonça-t-elle avec émotion. « Tu es officiellement reconnu comme le père de Noé et tu as obtenu la garde provisoire en attendant la décision finale. » Louis eut du mal à parler,
submergé par une vague de soulagement. Il ne pouvait retenir ses larmes. Pour la première fois depuis des années, il avait gagné une bataille contre le destin, mais il savait que la guerre n'était pas finie. À la tombée de la nuit, Louis atteignit l'adresse gravée sur le pendentif, un immeuble modeste dans un quartier calme du 14e arrondissement. Il monta les escaliers 2 à 2, le cœur prêt à exploser. Arrivé devant la porte indiquée, il hésita une seconde puis frappa doucement. Le bruit de pas feutrés se fit entendre de l'autre côté. La serrure tourna lentement. Et alors, la porte s'ouvrit. Louis sentit son souffle se couper. Camille se tenait là devant lui. Elle était plus mince, plus pâle, mais c'était elle. Ses yeux immenses, emplis d'une émotion violente, le fixaient avec une intensité telle que Louis crut qu'il allait s'effondrer. Pendant une seconde, le temps sembla suspendu. Puis, d'une voix brisée, Camille murmura « Louis, tu as retrouvé notre fils ?» Louis fit un pas vers elle, incapable de prononcer un mot. Ses yeux disaient tout ce que sa bouche ne pouvait formuler. Le pardon, l'amour, la douleur, l'espoir. Et Camille, dans un geste lent et hésitant, tendit les bras. Louis l'enlaça comme un naufragé retrouvant enfin la rive. Le temps sembla s'évanouir autour d'eux alors qu'ils restaient enlacés sur le seuil de cette modeste porte. Louis sentit la fragilité du corps de Camille sous ses bras, et pourtant, une force indomptable émanait d'elle, cette même force qu'il avait tant admirée autrefois. Lorsqu'ils se séparèrent enfin, leurs regards se croisèrent, lourds de tout ce qu'il n'a pas pu dire durant ces longues années. Camille l'invita à entrer d'un geste tremblant. L'appartement était petit, presque spartiate, mais impeccablement propre. Une atmosphère de prudence y flottait, comme si chaque objet avait été choisi non pour durer, mais pour pouvoir être abandonné à tout moment. Louis s'assit sur une chaise, Camille en face de lui, leurs mains jointes comme des naufragés, trouvant enfin refuge l'un dans l'autre. « Comment m'as-tu trouvé ?» demanda-t-elle d'une voix rauque. Louis raconta tout, Noé, l'anneau, le restaurant, les recherches, la confrontation avec le roux. À mesure qu'il parlait, Camille blanchissait, ses doigts tremblaient légèrement, mais elle ne l'interrompit pas. Lorsqu'il termina, elle ferma les yeux, laissant un long silence les envelopper. « Je n'avais pas le choix, murmura-t-elle enfin. Il savait tout de toi, de ton empire, de tes partenaires. J'ai entendu des choses terribles. J'ai dû partir pour protéger notre fils. Je ne pouvais pas te mettre en danger, non plus. » Louis serra ses mains plus fort. « Tu aurais dû me faire confiance. Nous aurions pu affronter cela ensemble. » Camille secoua la tête, les larmes débordant de ses yeux. « Tu étais trop exposé, Louis. Il t'aurait détruit. Et Noé avec toi. Je devais disparaître. Pour lui. » Le poids de ces années de solitude, de fuite, pesait lourdement sur chacun de ses mots. Louis comprit alors toute l'ampleur du sacrifice qu'elle avait consenti, seule dans l'ombre, tandis que lui se débattait dans l'ignorance et la douleur. Ils parlèrent pendant des heures, reconstruisant patiemment les morceaux brisés de leur passé. Camille raconta comment elle avait survécu, changeant sans cesse d'identité, se cachant dans des refuges, vivant d'emplois précaires. Chaque décision avait été prise dans l'urgence, avec pour seule boussole la sécurité de Noé. Louis, en retour, lui expliqua la vie vide qu'il avait menée. Les années passées à chercher sans relâche, les nuits peuplées de regrets et d'espoirs éteints. Quand Camille apprit que Louis avait été officiellement reconnu comme le père de Noé et qu'il avait obtenu la garde provisoire, elle éclata en sanglots silencieux. Toute la tension accumulée, toute la peur semblait enfin trouver un exutoire. « Il t'aime déjà », murmura Louis en caressant doucement ses cheveux, même sans savoir qui tu es encore vraiment. Camille sourit à travers ses larmes, un sourire fragile mais sincère. « Il est fort, comme toi. » Louis se leva, fit quelques pas dans la pièce minuscule, luttant contre l'émotion. « Il est notre futur, Camille, et il a besoin de nous. » Camille hocha la tête lentement, mais l'ombre de la peur persistait dans ses yeux. « Le roux ne renoncera pas, Louis. Il sait que je détiens des documents, des preuves de ses crimes. Tant qu'il pensera que je peux parler, nous serons en danger. » Louis réfléchit intensément. Fuir de nouveau n'était pas une option. Se cacher n'avait fait que prolonger la menace. Il fallait agir. « Nous devons l'affronter, dit-il d'une voix ferme. L'exposer au grand jour, utiliser tout ce que tu as contre lui. » Camille hésita.
Puis, dans un geste déterminé, se leva et alla chercher une petite boîte dissimulée sous une latte de plancher. Elle l'ouvrit, révélant des documents soigneusement rangés. Des contrats frauduleux, des enregistrements, audio compromettants, des copies de virements bancaires illégaux. « Tout est là », murmura-t-elle. « De quoi le faire tomber ?» Louis prit les documents avec précaution, comprenant qu'il tenait entre ses mains la clé de leur salut. « Avec ça, nous pouvons négocier, dit-il, obtenir sa chute et notre liberté. » Camille hocha la tête, ses yeux brillants d'un mélange de peur et d'espoir. « Mais je veux être avec Noé. Je veux être sa mère. » Louis s'agenouilla devant elle, la regardant droit dans les yeux. « Tu le seras, Camille. Nous le serons, ensemble. » Ils passèrent le reste de la nuit à élaborer un plan précis, transmettre les documents à des journalistes d'investigation réputés, en parallèle d'une dénonciation anonyme aux autorités compétentes. Louis utilisa ses contacts pour s'assurer que l'information serait traitée rapidement, efficacement, sans possibilité pour le roux de la faire disparaître. Chaque détail fut méticuleusement planifié. Il ne s'agissait plus seulement de se défendre, mais de frapper fort là où cela ferait le plus mal. À l'aube, alors que les premiers rayons de soleil effleuraient les toits de Paris, Camille et Louis échangèrent un regard silencieux, empli d'une confiance nouvelle. Ils savaient que la bataille serait rude, mais ils la mèneraient ensemble. Et cette fois, rien ni personne ne pourrait les séparer. 2 ans plus tard, les rues de Paris vibraient sous une lumière dorée. Le printemps inondait les places de ses effluves de fleurs fraîches, et la Seine miroitante semblait chanter doucement à l'oreille de la ville. Sur une grande avenue bordée de platanes, Louis marchait lentement, la main de Noé solidement serrée dans la sienne. À leur côté, Camille avançait, son visage serein éclairé d'un sourire paisible. Tous trois formaient une image de ce qui avait longtemps semblé hors d'atteinte. Une famille, enfin réunie. L'affaire contre. Armand Leroux avait éclaté au grand jour quelques mois après leur dénonciation. Les preuves accumulées par Camille avaient été implacables. Face à l'ampleur du scandale financier et des crimes exposés, Leroux avait été arrêté, son empire illégal démantelé pièce par pièce. La menace qu'il représentait s'était définitivement éteinte. Grâce aux témoignages de Camille et au soutien juridique organisé par Claire, elle avait pu régulariser son identité et surtout être reconnue officiellement comme la mère de Noé. La justice avait réuni ce qui n'aurait jamais dû être séparé. Louis avait pris une décision radicale. Il avait vendu la majeure partie de ses entreprises, conservant seulement quelques investissements mineurs. Il ne voulait plus d'une vie rythmée par les contrats et les conseils d'administration. Son futur était là dans les rires de Noé, dans la tendresse retrouvée de Camille, dans ses promenades simples et lumineuses qui redonnaient un sens à son existence. Ce jour-là, il s'était arrêté devant une petite boutique d'artisans bijoutiers. Dans la vitrine, 2 anneaux en or, sobres et élégants, captaient la lumière. Louis entra, tirant doucement Noé à sa suite. Le bijoutier, un homme, d'âge mûr au sourire chaleureux, les accueillit avec bienveillance. « Je voudrais faire fabriquer un bijou spécial », annonça Louis. Il expliqua qu'il souhaitait un anneau pour Noé, semblable à celui qu'il portait toujours au doigt, l'anneau qui avait survécu à toutes les tempêtes, symbole silencieux d'un amour indestructible. Quelques semaines plus tard, le bijou était prêt. Un matin, dans le parc Monceau, alors que les fleurs embaumaient l'air doux, Louis remit solennellement l'anneau à Noé. Le garçon, désormais âgé de 10 ans, le reçut avec une gravité touchante. « Cet anneau, murmura Louis, symbolise tout ce que nous avons traversé pour être ensemble. Il est le rappel que, quoi qu'il arrive, nous sommes une famille. Pour toujours. » Les yeux brillants, Noé enfila l'anneau à son doigt. Il leva la main, le faisant étinceler au soleil, puis la serra dans celle de son père. Camille, les observant, sentit les larmes monter. Mais cette fois, ce n'était plus de la peur ou du chagrin. C'était une émotion pure, brute, pleine de gratitude. Elle s'approcha et, entourant Louis et Noé de ses bras, forma un cercle parfait d'amour et de résilience. Pendant un instant, il n'y eut plus de souvenirs douloureux, plus de fuite, plus de séparation, seulement la certitude profonde qu'ils avaient trouvée, au-delà de toutes les blessures, un abri invincible dans l'amour. Le temps passa. Noé grandit, épanoui dans une vie faite de simplicité, d'apprentissage et de rêves nourris par la confiance inébranlable de ses parents. Louis, de son côté,
découvrit les joies d'une paternité qu'il n'avait jamais osé espérer. Les premiers matchs de football sous la pluie, les devoirs de mathématiques étalés sur la table de la cuisine, les rires complices éclatants, au moindre prétexte. Camille, forte et sereine, reprit son activité d'illustratrice, ses dessins peuplant désormais les pages de livres pour enfants célébrés dans toute la France. Le soir, lorsqu'ils se retrouvaient tous les trois autour du dîner, le vieux monde, celui de la solitude, de la peur, des regrets, semblait n'avoir jamais existé. Un soir d'été, alors qu'il se promenait au bord de la Seine, Louis s'arrêta contemplant Paris baigné de lumière. Il sentit Noé tirer doucement sa main. « Papa, merci de m'avoir trouvé. » Louis se pencha et embrassa le front du garçon. « Non, Noé, c'est toi qui m'as trouvé. » Car sans Noé, il serait resté un homme errant dans les couloirs vides de sa vie. Grâce à lui, il avait retrouvé Camille, son amour perdu, et surtout, il avait redécouvert la chaleur d'un foyer, la beauté simple d'un rire partagé, la force infinie d'un lien tissé dans la douleur et sauvé par l'espoir. Sous le ciel étoilé de Paris, Louis, Camille et Noé avancèrent ensemble, unis par ce fil invisible que rien plus jamais ne pourrait rompre. Un anneau en or brillant à leurs doigts, témoignage silencieux de tout ce qu'ils avaient affronté pour être enfin réunis.